Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester encore fidèles au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission éducative dénommée Le temps de philosopher. Comme vous le savez, cette émission a pour objectif fondamental de tenter de répondre à toutes les questions philosophiques qui nous seront posées par les candidats, en l'occurrence les élèves, mais également de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves, des amoureux de la sagesse. Nous allons essayer de voir les relations, si vous voulez, les rapports entre la philosophie et le sens commun. Alors, lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la philosophie et le sens commun, les questions fondamentales et essentielles auxquelles nous sommes confrontés sont les suivantes. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que le sens commun? Qu'est-ce qui caractérise la philosophie et qu'est-ce qui caractérise le sens commun? La philosophie et le sens commun sont-ils toujours opposés, ou bien la philosophie et le sens commun ne peuvent-ils pas être complémentaires? De prime abord, il faut comprendre que le sens commun peut être défini comme une opinion populaire. Le sens commun peut être défini comme tout individu qui est caractérisé, qui est victime d'une opinion populaire, qui est victime des oui-dire, des préjugés, des illusions, des opinions communes. Disons mieux que le sens commun est caractérisé par ce qu'on appelle la dictature du on. Il est également caractérisé par ce qu'on appelle l'habitude du oui-dire. De ce point de vue, on comprend que la philosophie semble être en contradiction, la philosophie semble être en conflit, semble entrer en dissonance avec ce qu'on appelle le sens commun. Pourquoi? Parce qu'on comprend que la philosophie n'a pas les mêmes caractéristiques que l'homme du sens commun. Pourquoi? Parce que la philosophie, elle est caractérisée par la raison. La philosophie, elle est caractérisée par la critique, la contestation et la remise en cause. Mieux encore, l'attitude du philosophe n'accepte aucune vérité sans la contester, sans la remettre en question. De ce point de vue, on comprend que la philosophie n'est pas l'homme du sens commun. D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre le scientifique, en l'occurrence Gaston Bachelard, qui dit clairement que l'opinion ne pense pas, elle pense mal, elle traduit des besoins en connaissance. Lorsque Gaston Bachelard nous fait savoir que l'opinion ne pense pas, mais elle pense mal, il veut nous faire savoir que on ne peut pas se fier au dire, on ne peut pas se fier à ce que dit l'opinion. Pourquoi? Parce que tout ce que l'opinion dit n'est pas caractérisé, n'est pas fondé sur la raison. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse pour comprendre que la philosophie n'est pas l'opinion, on peut évoquer la fameuse allégorie de la caverne théorisée par le philosophe grec, en l'occurrence Platon. Dans cette allégorie de la caverne, le philosophe grec Platon nous fait savoir qu'il y avait des prisonniers qui étaient enchaînés, qui n'avaient pas la possibilité en tout cas de voir la vraie lumière qui projette dehors. Maintenant, un des prisonniers va s'efforcer de se débarrasser des chaînes pour aller contempler la vraie lumière qui projetait dehors. Platon nous fait savoir que le prisonnier qui fait l'effort de se débarrasser des chaînes pour quitter la caverne symbolise le philosophe. La sortie que le prisonnier a faite pour aller voir la vraie lumière qui projette dehors, Platon l'appelle le mouvement ascendant, ou bien, si vous voulez, la dialectique ascendante. Les autres qui sont restés dans la caverne et qui n'ont pas fait un effort réflexif, un effort intellectuel pour enlever les chaînes, Platon les appelle les hommes du sens commun. La caverne, quant à elle, elle symbolise le monde sensible. De ce point de vue, on comprend qu'à travers cette fameuse allégorie de la caverne, de prime abord, Platon a voulu nous faire savoir que le philosophe se distingue fondamentalement de l'homme du sens commun. Parce que là où l'homme du sens commun a un esprit piégé par les apparences, là où l'homme du sens commun croit à tout ce qu'on lui dit, sans analyser, sans disséquer, sans remettre en cause, sans s'étonner, le philosophe, quant à lui, il prend ses distances. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous pouvons comprendre Platon quand il déclare clairement que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mieux encore, la philosophie nous permet de nous démarquer du monde sensible. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des philosophes idéalistes, aux yeux des philosophes métaphysiciens, le monde sensible est rempli d'illusions. Le monde sensible est trompeur. Le monde sensible est rempli de préjugés. Le monde sensible est rempli de fausses certitudes. Le monde sensible est rempli des opinions communes. Or, la véritable philosophie doit exprimer un divorce. La véritable philosophie doit exprimer une rupture, une contestation avec tout ce qui est préjugé, avec tout ce qui emprisonne l'esprit humain de comprendre la réalité. Toutefois, il faudra comprendre que la philosophie n'a pas toujours, ne s'oppose pas toujours au sens commun. Pourquoi? Parce que le philosophe, il est avant tout un être social. Le philosophe, il a besoin de s'interroger sur les vérités véhiculées par le sens commun pour y apporter de la lumière. Dans cette perspective, on comprend que la réflexion philosophique n'est pas une fuite. La philosophie n'est pas une démarcation. Autrement dit, philosopher,
ne signifie pas s'exiler, mais philosopher, c'est réfléchir sur les vérités apportées par le sens commun. C'est dans ce sens d'ailleurs que ce que semble dire en tout cas Hegel lorsqu'il déclare clairement que toute philosophie est fille de son époque. Quand Hegel nous fait savoir que toute philosophie est fille de son époque, on entend par là que le philosophe ne peut pas se démarquer totalement ou bien ne peut pas rester indifférent aux vérités apportées par le sens commun. Dans cette perspective, on voit que la philosophie et le sens commun semblent être complémentaires. De ce point de vue, on comprend que la philosophie ne doit pas se séparer, ne doit pas se démarquer totalement du sens commun, mais au contraire, il appartient à la philosophie, en tant que réflexion sur la totalité, de méditer, de cogiter sur les vérités apportées par le sens commun. Alors, j'en viens maintenant aux différentes questions qui m'ont été posées lors de l'émission précédente. La première question qui a été posée est la suivante. En quoi la science est-elle différente de la philosophie? Donc, si on relit bien la question, si on comprend bien la question, on veut nous faire savoir quelle est la différence qui existe entre la philosophie et la science. Alors, de prime abord, il faut comprendre que philosophie et science sont deux disciplines rationnelles. Mais la philosophie et la science sont différentes dans la nature de leur questionnement. Pourquoi? Parce que la philosophie comme la science cherchent toutes les deux la vérité. Elles sont deux disciplines rationnelles. Mais dans la perspective d'accéder à la vérité, philosophie et science semblent être différentes dans la nature de leur questionnement. Si la science pose la question du comment pour accéder à la vérité, la philosophie, quant à elle, elle pose la question du pourquoi. Donc, premier élément de réponse pour montrer que philosophie et science sont différentes. Deuxième élément de réponse pour montrer que la philosophie et la science semblent être différentes. La science, elle est cosmocentrique, alors que la philosophie, elle est anthropocentrique. Quand je dis que la science, elle est cosmocentrique, je veux dire par là que la science réfléchit sur le concret. La science réfléchit sur le cosmos. La science réfléchit sur la nature. En d'autres termes, la seule préoccupation de la science, c'est de percer, c'est de comprendre les secrets de la nature. La seule mission de la science, c'est de comprendre les choses qui sont physiques. Alors que l'activité philosophique, quant à elle, elle réfléchit à la fois sur les choses physiques, mais également elle réfléchit sur les choses métaphysiques, comme Dieu, l'âme, la mort, le destin, le paradis, l'enfer. Dans cette perspective, on comprend qu'également la philosophie n'est pas la science. Troisième élément de réponse pour marquer toujours, pour montrer la différence entre la philosophie et la science, c'est qu'en science, nous avons des vérités universelles. En science, il y a des vérités unanimes. En science, il y a des vérités qui sont considérées comme des vérités absolues, acceptées par toute la communauté scientifique. Par exemple, l'eau bout égale 100 degrés, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, l'eau est sans saveur, inodore et incolore, la terre tourne autour d'elle-même. Toutes ces vérités que j'ai évoquées sont considérées comme des vérités scientifiques acceptées par toute la communauté scientifique. Alors que la réflexion philosophique, quant à elle, elle se nourrit de la contestation, du désaccord et de la remise en cause incessante et permanente. On se souvient d'ailleurs des propos d'Aristote qui dit clairement que les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. À travers ce passage, on comprend qu'Aristote veut nous faire savoir que la réflexion philosophique se nourrit essentiellement du désaccord. La réflexion philosophique se nourrit essentiellement de la contestation et de la remise en question. Pourquoi? Parce que si la philosophie était considérée comme un arbre, je dirais que le désaccord serait les racines. Dans cette perspective-là, on peut dire que la philosophie n'est pas la science. Deuxième question, la science peut-elle prononcer la mort de la philosophie? Alors, si nous analysons, si nous comparons la science à la philosophie sous un angle matériel, on va constater que la science semble être plus utile, la science semble être plus efficace que la réflexion philosophique. Mieux encore, on pourrait dire que la science a répondu présente lorsque les problèmes matériels étaient là. Alors que la réflexion philosophique ne se contente que de théoriser, alors que la réflexion philosophique ne se contente que de bavarder. Dans cette perspective, on comprend que beaucoup d'hommes scientifiques pensent que si nous comparons la philosophie et la science, on va constater que la science va disqualifier, la science va éliminer la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce que la science, quoi qu'on puisse dire, elle a été là présente lorsque les problèmes matériels étaient là. Quoi qu'on puisse dire, il faut admettre que la science est en train de répondre, de prendre en charge concrètement les besoins, les préoccupations et les aspirations matérielles de l'humanité. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre Pierre Fouché-Rolas dans son ouvrage intitulé « La philosophie en question » à la page 28. Pierre Fouché-Rolas écrit, je cite, « Comparée aux techniques, l'activité philosophique semble inefficace. Elle passe pour un vain bavardage. » Alors, aux yeux de Pierre Fouché-Rolas,
l'activité philosophique ne satisfait pas l'humanité sur le plan matériel. L'activité philosophique également, elle est victime de désaccords. L'activité philosophique ne parvient pas à prendre en charge concrètement les besoins matériels de l'humanité. Or, la science, quoi qu'on puisse dire, depuis son avènement, elle est en train de satisfaire l'homme sur le plan matériel. Depuis son avènement, elle est en train de prendre en charge les préoccupations et les aspirations matérielles de l'humanité. Et j'en profite également pour faire comprendre aux élèves qu'il ne faut pas confondre la science et la technique. Pourquoi? Parce que la technique peut être définie comme une science appliquée. Autrement dit, la science découvre, la technique applique. Malgré la découverte et l'application, il faut comprendre que la science et la technique sont tellement interdépendantes. La science et la technique sont tellement liées, c'est pourquoi on parle de technosciences. Voilà pourquoi, aux yeux des scientistes, la réflexion philosophique mérite d'être reléguée au second plan pour faire place à la science. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des scientistes, la science pourrait être considérée comme une panacée. Or, par panacée, il faut entendre un remède universel qui soit capable de régler tous les problèmes, tous les maux de l'humanité. De ce point de vue, on peut dire que la science peut proclamer ce qu'on appelle la mort de la philosophie. Troisième question. Pourquoi le philosophe français, en l'occurrence François Rabelais, prononçait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? D'abord, il faut comprendre que François Rabelais, c'est un écrivain, un humaniste français. C'est lui qui a théorisé, en tout cas, c'est lui qui a lancé la fameuse citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, à travers ce passage, il faut comprendre que François Rabelais semble mettre l'accent sur les dérives, sur les conséquences que la science a causées. Lorsque François Rabelais nous fait savoir que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, à travers ce passage, il faut comprendre que François Rabelais veut nous faire savoir que la science, elle est loin d'être parfaite. La science, elle est loin de détenir des vérités qui sont absolues. La science détient des vérités qui sont relatives, des vérités qui sont provisoires. Mieux encore, on pourrait dire que la science, elle est faillible. Elle est faillible dans la mesure où la science a plongé l'humanité dans un destin aveugle. La science a plongé l'humanité dans un gouffre profond et dévastateur à cause de ses méfaits, à cause de ses dérapages, comme les bombes atomiques par exemple, la pollution atmosphérique, les maladies cancéreuses, l'avortement médicalisé. Toutes ces choses causées par la science, toutes ces conséquences désastreuses causées par la science poussent l'homme à être de plus en plus inquiet, à tel point que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt à faire appel à la philosophie. Dès lors, la réflexion philosophique, en tant que pensée sur la totalité, en tant que pensée transversale, doit réfléchir sur les méfaits, sur les conséquences désastreuses que la science a causées. C'est dans cette perspective-là que nous pouvons comprendre François Rabelais lorsqu'il déclare clairement que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En d'autres termes, la science a besoin de la philosophie pour être conscientisée, pour être moralisée. Mieux encore, je pourrais dire que la science a besoin d'un supplément d'âme, pour reprendre la judicieuse expression de Henri-Louis Bergson. Donc on comprend que la science, elle est immorale. La science ne s'intéresse pas sur les questions éthiques. La science ne s'intéresse pas sur les questions morales. Seule la philosophie est cette activité intellectuelle, rationnelle, qui soit capable de pousser l'homme à s'interroger sur la fameuse maxime socratique, le connais-toi toi-même, ou bien quand s'interroger, qu'est-ce que l'homme? Maintenant, ces questions d'ordre éthique, ces questions d'ordre moral ne peuvent pas être résolues, ne peuvent pas être réglées par la science. Donc, il incombe à la philosophie, en tant que pensée sur la transversalité, de venir secourir et de venir moraliser la science pour empêcher que la science compromette la vie de l'homme. Bon, je pense que la vidéo que nous avons faite aujourd'hui, consistant à éclaircir les relations entre la philosophie et le sens commun, vous a beaucoup plu. Bon, si vous avez des questions, des suggestions comme à l'accoutumée, vous pouvez nous les écrire, nous y reviendrons dans la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci de rester fidèle au programme de Thiaroye TV International. À la prochaine. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.